Donc, alors, on va pouvoir débuter la formation d'aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Mélodie Houd, la directrice des communications à la Chambre de commerce. Et je vous souhaite la bienvenue à la formation d'aujourd'hui qui est Initiation à la santé mentale en milieu de travail. Aujourd'hui, vous serez initié à ce qu'est la santé mentale en milieu de travail afin de vous permettre d'en reconnaître les signes et de faire de la prévention pour vos employés et pour vous-même. La formation est donnée par Mme Peggy Bélan, qui est formatrice et consultante. Mme Bélan, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de votre invitation. Oui, merci. Donc, la présentation d'aujourd'hui va être également suivie d'une période de questions à la toute fin. Vous pouvez toutefois poser vos questions au fur et à mesure de la présentation d'aujourd'hui et Mme Bélan pourra y répondre ou à la toute fin de la présentation. Donc, je vous laisse entre bonnes mains avec Mme Peggy Bélan et je vous souhaite une bonne formation à tous. Merci. Merci beaucoup, Mélodie. Bon après-midi tout le monde. Alors, je vais commencer par partager la présentation. Je veux simplement m'assurer que vous voyez l'écran. Vous allez m'excuser des fois avec le petit côté technique. Je suis une bonne oratrice, mais des fois, j'avoue que j'ai des... Surtout qu'on a des petites vidéos aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose d'interactif. Mélodie, est-ce que tu peux juste me confirmer que tu vois bien l'écran? Je te confirme que je vois bien. Parfait. Donc, aujourd'hui, en fait, vous allez avoir un bref aperçu d'une formation que je donne en entreprise qui dure normalement 1h30, 1h45 parce qu'il y a des exercices. Alors, j'ai été rechercher les points les plus importants qui ressortent dans les entreprises au niveau de la santé mentale au travail et suite à des discussions, suite à des rencontres avec les gens. Donc, c'est vraiment de la prévention que je vais vous apprendre aujourd'hui, oui, aussi des moyens d'action. Alors, je suis qui? En fait, moi, je me suis donné comme mission de bâtir un monde meilleur, plus sécuritaire et en santé. Oui, je suis formatrice en santé et sécurité du travail, mais également experte en communication. En fait, j'ai 15 ans d'expérience et j'ai formé plus de 350 entreprises à travers le Québec. Et moi, je suis vraiment une alliée pour œuvrer et penser positivement. Entre autres, pour vous dire, là, je suis aussi animatrice à la radio avec une chronique que vous pouvez entendre, Réussir sans y laisser sa peau sur les ondes de CKVL. Et je vous invite à me suivre sur la page Facebook Peggy Bélan ou sur mon LinkedIn, car je veux vraiment véhiculer ma mission et vous donner des outils pour être mieux au travail et dans votre vie à tous les jours. Alors, bon, mon expertise, j'ai un bac en communication, j'ai des certificats aussi au niveau du DATAC, c'est-à-dire en alcool, drogue et médicaments. J'ai fait un programme court en santé et sécurité du travail à l'Université du Québec à Montréal et j'ai été formée aussi avec Alco Prévention Canada. Alors, mon objectif, c'est améliorer la santé, le bien-être des employés et des gestionnaires, augmenter la performance, la productivité et aussi, ça c'est important, il y a beaucoup de monde qui vont aimer ça, réduire les coûts associés à la non-santé et maximiser l'investissement fait en santé et en prévention au niveau des entreprises. Et là, vous avez quelques-unes des entreprises que j'ai formées depuis 4 ans maintenant. Donc, on voit L'Oréal Canada, Rio Tinto, Costco. J'ai eu le privilège d'aller former des salariés et des entreprises de renom à travers le Québec et ça me fait plaisir de pouvoir vous former aujourd'hui. Alors, nos objectifs d'apprentissage, oui, puis je voulais vous dire, avant qu'on débute officiellement dans le contenu, je voulais vous dire que la formation d'aujourd'hui, vous allez pouvoir la visionner via le lien qui va être fourni par la Chambre de commerce de Laval, mais vous allez aussi avoir un document, un PDF sur les éléments clés de la formation d'aujourd'hui. Alors, inquiétez-vous pas, vous pouvez écouter, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous allez avoir un beau document qui va résumer le contenu que je vous partage aujourd'hui. Alors, nos objectifs, on en a 4 grands. Alors, c'est d'écrire l'importance de la santé en milieu de travail, de reconnaître les signes de maladie mentale les plus fréquents en milieu de travail, utiliser une démarche efficace pour les problèmes de santé mentale. Alors, on ne verra pas tous les problèmes de santé mentale ce midi, mais ce qu'on va voir, c'est vraiment ceux qu'on retrouve le plus fréquemment en entreprise. Et je me suis basée, en fait, sur des recherches, sur des témoignages. J'ai discuté avec les entreprises. Alors, on va vraiment voir les maladies que vous risquez de confronter ou au mieux de prévenir. Hein? Toujours l'objectif de la prévention.
On va aussi regarder comment utiliser une démarche pour gérer efficacement les problèmes de santé mentale. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri, on va le voir, mais c'est surtout comment faire si un de vos collègues, un gestionnaire, un salarié à l'intérieur de votre entreprise, vous doutez là, qu'il y a un problème de santé mentale. Comment on gère ça? Comment on fait pour discuter avec la personne? Et là, j'ai vraiment une partie à la fin de la formation où je vous ai préparé des questions. Vous allez voir, vous allez être en mesure de savoir comment gérer si jamais il y a un problème de santé mentale qui se présente à l'intérieur de votre entreprise. Et aussi, j'ai des petits outils, des ressources externes, des intervenants satellites que je vais partager avec vous, que vous allez pouvoir préparer en prévention. Une statistique intéressante, c'est qu'il y a seulement 23 des travailleurs qui se sentiraient à l'aise d'aborder la question de leur santé psychologique avec leur employeur. C'est ce que rapporte le Centre canadien de sécurité au travail, publié en 2016. Et là, je dirais que le chiffre est peut-être mieux, plus positif actuellement parce qu'on le voit dans les médias, on a quand même des belles campagnes qui fait que les gens sont un peu plus ouverts ou du moins plus dans l'acceptation à vouloir partager, en parler et accepter qu'il y a un problème parce que la bonne nouvelle, c'est que dans tout ce qui a trait à la santé mentale, il y a des traitements, il y a des solutions. Mais quand même, sachez que ce n'est pas quelque chose que les gens vont parler de prime abord très facilement, d'où l'importance d'avoir les techniques pour être en mesure d'aller parler à une personne que vous doutez qu'il y a peut-être un problème qui se pointe à l'horizon. Maintenant, les conséquences d'une mauvaise santé mentale au travail, j'ai répertorié les 4 grands points. En fait, on augmente les risques d'une blessure ou d'un accident au travail, évidemment les erreurs au travail, diminution de la performance au travail, de la productivité et ce qu'on a très peur tout le monde dans cette pénurie de main-d'œuvre, le taux de roulement du personnel élevé. On ne veut pas ça, on veut garder nos gens. Surtout que c'est très difficile de recruter des personnes à l'heure actuelle. Maintenant, c'est quoi la définition de la santé mentale? En fait, j'ai pris la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Ça dit que la santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En fait, au travail, là, il n'y a pas de santé sans santé mentale, il faut le dire, et même dans notre vie au quotidien. Et là, j'ai une petite capsule que je vais partager avec vous, justement, sur la définition de la santé mentale. Je vous partage ça dans 2 petites secondes. Je m'en vais la chercher. Et c'est parti. Car nous avons tous une santé mentale. Elle est influencée. Je la repars, désolée. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. On ne parle pas ici de folie ou de maladie, car nous avons tous une santé mentale. Elle est influencée par nos conditions de vie et fluctue en fonction d'événements marquants. Et tel un funambule, nous cherchons en permanence un équilibre entre toutes les dimensions de notre vie. D'un côté, nous pouvons disposer de ressources qui nous stabilisent. Des ressources internes et génétiques, nos antécédents familiaux, notre emploi, nos amis, notre famille ou encore nos loisirs. Elles nous aident à avancer. De l'autre, des obstacles nous déséquilibrent. Une désillusion, la maladie, un deuil, ou même une séparation ou un changement d'environnement. Et parfois même des événements positifs. Or, ce constat n'est pas immuable et nous pouvons prendre soin de notre santé mentale au quotidien. Trouver un bon équilibre pro-perso, pratiquer une activité physique, prendre soin de son sommeil et s'accorder du temps pour ses loisirs et sa vie sociale nous aide à rester en bonne santé. Prendre du plaisir à faire les choses, travailler son estime de soi et parler de ses peurs et de ses angoisses sont également de précieux alliés. Et lorsqu'un trouble de santé mentale survient, il est essentiel de le traiter rapidement, aussi vite qu'on le ferait pour un problème de santé physique. Car la santé mentale, c'est la santé. Alors soyons attentifs à nous-mêmes et à nos proches qui perdent l'équilibre sans avoir la force d'en parler. Écoutons-les en se protégeant et sans jamais banaliser la souffrance. Et invitons-les à chercher de l'aide auprès d'un spécialiste. Et voilà. La santé mentale. Donc, je repartage à l'instant le PowerPoint. C'était notre petite capsule. Donc, ces petites capsules-là, évidemment, ils ont été prises
prises dans tous des éléments de santé et sécurité au travail. Il va en avoir quelques-unes dans la présentation. Mais là, qu'est-ce que la santé mentale? On en a parlé un petit peu de la définition, mais la maladie mentale peut prendre de nombreuses formes, tout comme les maladies physiques. Il est normal de se sentir déprimé à l'occasion. Ça ne veut pas dire parce qu'on est déprimé 1 ou 2 jours qu'on a un problème de dépression. On va le voir là, dans les prochaines diapositives. C'est normal de se sentir déprimé à l'occasion, de se sentir triste, d'être hésitant, d'avoir peur. Ça ne signifie pas qu'on est atteint d'une maladie mentale, mais ces émotions peuvent devenir un problème de santé si elles nuisent à notre vie quotidienne pendant une période prolongée. Et si des changements non caractéristiques se manifestent au niveau de votre réflexion, de votre humeur, de votre comportement qui cause beaucoup de détresse et nuisent à vos activités quotidiennes, c'est possible que vous soyez atteinte d'une maladie mentale et que là, il faut consulter un professionnel. En fait, la maladie mentale a fait l'objet de craintes, d'incompréhension par beaucoup de gens, mais la crainte peut disparaître grâce à une meilleure sensibilisation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et avec l'ouverture à la discussion. Si vous, une personne que vous connaissez, souffrez d'une maladie mentale, réjouissez-vous, je vous l'ai dit en début de présentation, toutes les maladies mentales peuvent être traitées. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, comment reconnaître les signes de maladie mentale au travail? En fait, je vous ai répertorié les 3 grands secteurs ou comment on peut répertorier les premiers signes. En fait, au niveau organisationnel, ça veut dire au niveau de notre travail, dans nos tâches au quotidien, ça peut ressembler à du travail inachevé, un rendement inférieur, des heures supplémentaires qui s'accumulent, une qualité de travail plus faible, des attentions moins grandes à l'égard des clients et un service à la clientèle moindre, absence plus fréquente pour cause de maladie, c'est les gens qui veulent finir plus tôt, qui arrivent en retard, c'est déjà des choses qu'on peut voir. Travail d'équipe et collaboration entre les secteurs médiocres. Une personne qui commence ou qui développe un problème de santé mentale a tendance à s'isoler. Ça, c'est un des premiers signes parce que des fois, on ne sait pas toujours qu'on est en train de développer une maladie. On ne sait pas comment gérer ça. Fait que l'isolement est vraiment un gros facteur. Au niveau individuel maintenant, bien, on voit un changement du comportement, un piètre rendement, changement d'humeur, tendance souvent dans plusieurs des maladies fréquentes en milieu de travail, on va le voir, on va les aborder ensemble. C'est une tendance à pleurer plus facilement, plus sensible, se refermer sur soi-même, comme je disais, conflit avec des collègues, absence. Et si on regarde les symptômes les plus généraux, sans regarder les maladies spécifiquement, ce qu'on voit, c'est un changement important dans les habitudes alimentaires et de sommeil. Soit les gens vont dormir énormément, soit leur qualité de sommeil va être réduite. Sentiment intense de colère parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Des croyances étranges non fondées sur la réalité. Ça peut aller à des hallucinations auditives ou visuelles, incapacité croissante à faire face aux activités et aux problèmes quotidiens, pensées confuses. Souvent, c'est des gens qui, au quotidien, étaient capables de faire très facilement leurs tâches, mais là, on leur en donne une supplémentaire, c'est compliqué, ils ne sont pas capables, sont très confus dans leur organisation au quotidien. Ça peut aller jusqu'à des idées d'automutilation, de suicide, et évidemment, c'est très difficile d'admettre qu'on a un problème de santé mentale, alors on est souvent dans le déni et surtout au début. Aussi, on va être aux prises avec de nombreux problèmes de santé physique, n'ayant pas de cause évidente. Ça peut mener, malheureusement, évidemment, quand on développe des problèmes de santé mentale, à la consommation abusive d'alcool et d'autres substances, des sentiments de tristesse et d'irritabilité qui peuvent durer plus de 2 semaines. Ça, c'est ce que je dis au niveau du temps, mais on va voir chacun des maladies, on a un petit peu un barème, mais pour vraiment diagnostiquer et dire qu'on a un problème, les symptômes doivent perdurer là, sur une durée de 2 semaines. Peur, anxiété, détresse. Maintenant, je vais vous montrer, avant qu'on aborde chacune des maladies les plus fréquentes en milieu de travail, je vous montre le témoignage d'un employé
qui a été aux prises avec un problème de santé mentale, la dépression. Et il nous explique un peu comment ça s'est développé, comment ça s'est passé. C'est un témoignage qui a été pris au niveau, en fait, de la CNESST. Donc, je vous partage ça. Ce ne sera pas bien long. Je vais aller le chercher. Ici. Donc, ça s'en vient. Merci de votre patience. Ici. Partager. Et voilà. C'est François Brault. J'étais un travailleur charpentier menuisier dans le domaine de la construction. Moi, j'ai eu une rencontre avec mon chargé de projet. Il m'a proposé un chantier. C'est un projet de 3,5 millions avec des 4,5, des 5,5, puis c'était un 19 logements. J'avais tout à gérer cette situation-là, clé en main. Quand je suis arrivé là-bas, là, il n'y avait rien de préparé. Niveau sécurité, il n'y avait rien fait. Rien de fait. Puis, tous les problèmes que j'ai eus, c'est moi qui devais me débrouiller avec ça. J'appelais mon chargé de projet. Il me disait, débrouille-toi avec ça. Es-tu capable de te débrouiller avec ça? Ma réponse était oui, je suis capable. J'acceptais tout le temps qu'ils me mettent du sable dans mon pack-sac, dans mon sac d'outils, autrement dit. Là. À un moment donné, je pensais que c'était pour en finir un jour, mais c'était tous les jours. J'avais des problèmes. Tous les jours. Quand ils ont fait les fondations, ils ont fait au mois de janvier, dans le gel. Le sol était gelé. C'était pas ma responsabilité. Des fondations, moi, j'avais une bâtisse à mettre dessus. Quand j'ai mis la bâtisse dessus, au début juin, la bâtisse s'est effondrée de 5 pouces par le centre. Quand vous mettez une bâtisse, puis j'avais mis du temps, des heures, puis m'occuper de tout ça, puis quand tu as fini de bâtir, la bâtisse s'effondre de 5 pouces. Vous demanderez n'importe qui travaille dans la construction, c'est un coup de couteau au cœur, ça vient de te faire mal encore bien plus. Quand je suis arrivé, puis j'ai parlé au chargé de projet là, qui me disait qu'il me mettait dehors. Là, c'est un autre bâtisse qui est tombé à terre aussi. C'est moi qui ai planté. J'ai été 5 semaines couché dans le lit sans bouger. 5 semaines avant de rencontrer le médecin. Puis c'est le médecin qui m'a dit que je suis en dépression, ma chère. Je ne savais même pas que c'était une dépression. Je ne savais même pas ce que c'était. Ce qui est intéressant à retenir dans la vidéo, et c'est lorsqu'on a le témoignage, puis il nous dit qu'il ne savait pas c'était quoi. Quand je vous dis que souvent les personnes vont avoir besoin de votre écoute, je voulais souligner que vous n'êtes pas des médecins. Hein? Vous n'êtes pas là pour émettre un diagnostic, mais vous êtes plutôt là pour diriger la personne et l'aider en fait dans son processus. Maintenant, désolée, je vais retrouver un petit peu ici. On va aborder, on s'en vient, on va aborder les différentes maladies qu'on retrouve en milieu de travail. On ne les verra pas tous aujourd'hui, mais les maladies en santé mentale, on peut les catégoriser en 3 volets. Le trouble de l'humeur, donc trouble d'adaptation, dépression, troubles bipolaires, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité et les troubles de l'alimentation. Évidemment, les troubles de l'alimentation, on n'abordera pas ça aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve énormément dans les milieux de travail normalement. Évidemment, vous n'êtes pas surpris, je vous ai montré la capsule de la dépression parce que la dépression est vraiment la maladie mentale qu'on retrouve en haut de la liste au niveau des problèmes rencontrés en entreprise. Je vais vous montrer la capsule après ma présentation parce que je l'ai adaptée. Hein. Je vous l'ai dit, il manque certaines diapositives pour avoir le temps de vous donner le plus d'informations possible aujourd'hui. Au niveau de la santé mentale, il y a 9 symptômes à retenir qui sont très importants, soit le changement de l'appétit ou de poids, le trouble du sommeil ou de l'agitation, la baisse d'énergie, la dévalorisation ou la culpabilité, difficulté à se concentrer et à prendre des décisions, pensées récurrentes liées à la mort, idées suicidaires, plans ou tentatives de suicide, humeur dépressive la plupart du temps, manque d'intérêt ou de plaisir dans la plupart des activités. C'est les 9 symptômes. Pourquoi je vous dis que c'est important de les retenir? Parce qu'en fait, pour
être déclaré cliniquement au niveau de la dépression, ça prend 5 des 9 symptômes que je viens de vous nommer. Là, quand je vous dis cliniquement, c'est quand on rencontre notre médecin et on dit que avoir ces 5 symptômes-là sur une période de 2 semaines. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, pendant quelques jours, ne mange pas, est stressé, ne dort pas, a des mauvaises idées, qui est en dépression. On évalue ça de cette manière-là. Et évidemment, la plus grande partie de la journée, ils ont ces symptômes-là fréquemment. Donc, c'est de cette manière-là. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas là pour émettre un diagnostic. Ça peut vous aider à dire, peut-être qu'il est en dépression. C'est pour ça que je vous explique les maladies les plus importantes. Mais lors de la rencontre avec l'employé ou le salarié ou votre collègue, dépendamment de votre statut, je ne le connais pas aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas vous connaître individuellement. Normalement, en présentiel, j'aurai le temps de savoir à qui je m'adresse, mais tout ça pour dire que l'idée, c'est d'être capable de diriger ensuite la personne vers un professionnel de la santé. C'est ça votre mission. Les causes de la dépression, bien en fait, ça peut être lié à des circonstances de la vie, hein? Les gens qui sont seuls, sans réseau de soutien social, qui vivent du stress, des inquiétudes, sont plus susceptibles de vivre une dépression. Ça peut être lié aussi à une maladie physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maladie grave, des maladies cardiaques, peut-être qui fait de la fibromyalgie, par exemple, qui ont des problèmes hormonaux comme l'hypothyroïdie, sont plus susceptibles de faire de la dépression. Ça peut être lié à des facteurs personnels. Il ne faut pas l'oublier. Oui, les gens sont au travail, mais ça ne veut pas dire que la source de leur problème de santé mentale vient du travail. Ça peut venir d'éléments extérieurs. On dit que certaines personnes sont plus vulnérables à la dépression que d'autres. Les facteurs personnels peuvent être liés à la génétique, à l'expérience de vie ou les deux. L'alcool, consommer de l'alcool en très grande quantité augmente les risques de dépression ou de développer des symptômes, des pensées suicidaires. Au niveau du genre, quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que les hommes et les femmes semblent souffrir de dépression tout aussi souvent, mais les hommes, eux, sont moins susceptibles de demander de l'aide puis moins susceptibles d'en parler que les femmes. Et au niveau de l'âge, on dit que 50% des travailleurs de la génération Y qui se situent dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans déclarent avoir souffert de dépression. Et je vais vous donner des liens à la fin si vous voulez avoir plus de statistiques de cet ordre-là. Je donne un lien à la toute fin. Je vais vous montrer la capsule sur la dépression pour conclure ce volet-là. Ça s'en vient. Merci de votre patience. Comme je vous disais, moi, je suis plus une fille de présentiel. Donc, ici. Désolée, je la cherche. Je ne la vois pas. Je pense que c'est elle. Est-ce que vous la voyez? Non, je crois que je n'ai pas partagé la bonne chose. Donne-moi une petite seconde. Ah, et voilà, elle apparaît à l'écran. Ça s'en vient. C'est pour vous. Bonne écoute. La dépression est un problème de santé mentale fréquent qui affecte nos émotions, nos pensées, nos comportements, les réponses de l'organisme et qui cause des sentiments de tristesse et de perte d'intérêt dans la vie. Beaucoup de gens se sentent parfois tristes, mais avec la dépression, les symptômes se maintiennent pendant plus de 2 semaines et se mettent à interférer avec le travail, la famille et d'autres aspects de la vie. La forme la plus courante de ce problème de santé mentale est la dépression majeure, mais il en existe d'autres types comme la dépression postnatale et le trouble bipolaire qui comprend également des épisodes de manie. La dépression présente un vaste éventail de symptômes qui peuvent différer légèrement d'une personne à l'autre. Les symptômes de la dépression peuvent rendre difficile la recherche d'aide. Souvent, une personne se demande « Comment se fait-il que je n'arrive pas à m'en sortir? » ou elle s'inquiète de ce que penseront les autres. Sans l'aide et le traitement approprié, la dépression peut se prolonger.
Cependant, une personne peut se rétablir si elle obtient le bon soutien le plus tôt possible. La dépression est traitable avec la bonne combinaison de stratégies. Celle-ci inclut des conseils, des médicaments, des groupes de soutien et des activités de développement personnel qui peuvent aider les gens à se sentir mieux. La dépression diffère du chagrin et ses symptômes peuvent varier selon le sexe, l'âge et les antécédents ethnoculturels. Lorsqu'on ne connaît pas ses multiples visages, la dépression passe souvent inaperçue. Le fait de garder ces informations à l'esprit peut vous aider à reconnaître rapidement les signes d'une dépression et à demander l'aide dont vous avez besoin. On revient souvent dans demander l'aide que vous avez besoin. Je vous rappelle que ce que je vous donne comme truc aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager à l'intérieur de votre entreprise parce que, comme je vous disais, l'idée, ce n'est pas d'émettre un diagnostic, mais c'est d'être capable d'aider les gens à aller consulter un professionnel. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Là, normalement, je demande s'il y a des questions à ce niveau-ci, si le débit est bon. Je sais que Mélodie est en ligne, elle regarde le chat. Moi, je n'ai pas regardé le chat actuellement. Je voulais juste savoir, peut-être, là, je prends une petite pause de 2 secondes avant de passer au point suivant. Est-ce que ça va bien? Si vous voulez mettre des commentaires, Mélodie, tu peux m'interrompre. N'hésitez pas à poser des questions, mais à la fin, il va nous rester un peu de temps. Là. Il n'y aura pas de problème aussi là, pour poser des questions. Ah, je vois que le petit truc a apparu. Parfait, oui. Tout va bien. C'est juste que tu as dit que pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Mais tout va bien. La présentation, c'est très bien jusqu'à présent. Super, vous m'entendez bien? J'ai tendance à m'énerver un peu et à parler un peu vite, mais Non, tout va bien de ce côté-là. super, parfait. Donc, on va continuer avec une autre maladie, l'anxiété. Et ça, on en vit tous, mais quand est-ce que ça devient un problème? Donc, avant de vous montrer la capsule, on va faire un peu l'inverse dans la présentation d'aujourd'hui. On va regarder c'est quoi l'anxiété. Ben, en fait, l'anxiété, les symptômes, c'est l'essoufflement, sensation d'étouffement, douleur ou inconfort thoracique, palpitations ou battements cardiaques rapides, des tremblements, une peur de mourir, de devenir fou ou de perdre le contrôle et un sentiment d'irréalité ou d'être détaché de soi-même. Et en fait, ce qu'il faut différencier, c'est qu'on peut avoir, relié à l'anxiété, des crises de panique. Et je vous rassure, au cours de leur vie, tout le monde va vivre à un moment donné ou un autre une crise de panique. Et là, je vous partage mon expérience. J'ai vécu une crise de panique et on a vraiment l'impression qu'on ne contrôle plus son corps. C'est comme si on voyait son corps. On a l'impression vraiment qu'on va mourir, comme beaucoup de gens qui font de l'anxiété ou une crise de panique. On va avoir l'impression qu'ils font une crise cardiaque. Donc, il y a souvent des appels aux urgences pour ça, mais évidemment, il faut toujours appeler les secours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en contrôle, là. On vit vraiment un moment désagréable. Une crise de panique, c'est une attaque d'anxiété imprévisible, intense, et les sentiments se manifestent soudainement et ça atteint son sommet là, dans les 10 minutes environ, avec les symptômes que je vous ai soulignés dans la diapositive précédente. Et la crise de panique, comme je vous disais, ce n'est pas un problème de santé mentale en soi. En fait, de nombreuses personnes, jusqu'à 1 personne sur 5, peut vivre une crise de panique à un moment ou à un autre dans sa vie. Cependant, quelques personnes ont développé un problème qui est caractérisé par des crises de panique récurrentes, inattendues, ainsi que par une inquiétude importante à l'égard des futures crises potentielles. C'est ce qui développe, en fait, le trouble d'anxiété généralisée appelé le TAG. En fait, c'est des crises d'angoisse, d'anxiété persistantes, excessives, qui vont durer au moins 6 mois. Et c'est très difficile à maîtriser. Il faut que ça soit accompagné d'au moins 3 des symptômes que je vous ai nommés dans la diapositive. Et c'est vraiment un médecin qui peut évaluer si on est au pris avec un problème d'anxiété généralisée. Et parmi les symptômes qui figurent l'agitation, le fait de se sentir fatigué facilement, de la difficulté à se concentrer, des tensions musculaires et des troubles du sommeil. Une personne qui souffre de TAG est préoccupée par les événements de la vie de tous les jours,
comme les responsabilités au travail, les finances, la santé des membres de sa famille, toutes les mésaventures. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a un problème comme celui-là, c'est que juste le fait d'anticiper une prochaine crise crée une crise. Donc, ces gens-là sont pris dans un cercle. Ils vont éviter les foules, ils vont essayer d'éviter des éléments déclencheurs d'anxiété parce qu'ils ont peur de revivre une crise. Alors, c'est vraiment très difficile de travailler quand on n'est pas diagnostiqué, parce qu'évidemment, il y a de la médication qui peut être prescrite, mais il y a aussi des techniques. On peut voir un psychologue. Donc, une fois qu'on est pris en main, ça va beaucoup mieux. Mais la période là, où on ne sait pas qu'on a développé le trouble d'anxiété généralisée, ça peut être très angoissant. Et je connais des gens qui sont aux prises avec ce problème-là et je vous confirme que du moment qu'ils n'ont pas été diagnostiqués jusqu'à temps de voir le médecin, là, ça a été très, très difficile pour eux. Donc, je vous montre la petite capsule en lien avec l'anxiété. Page. Et voilà. Le problème de santé mentale le plus courant est l'anxiété, qui peut affecter n'importe qui à n'importe quel âge. L'anxiété de tous les jours est un sentiment d'inquiétude, de nervosité ou de malaise. Elle diffère de la peur. Tandis que la peur est généralement dirigée vers quelque chose de concret, par exemple les araignées, l'anxiété est souvent vague et il est difficile d'en trouver la source. Bien que l'anxiété ressentie de façon quotidienne soit normale, elle est considérée comme un problème de santé mentale lorsqu'elle s'intensifie et se prolonge. Il existe de nombreux et différents types de troubles anxieux, tels que l'anxiété généralisée, la panique et les phobies. Bien que l'anxiété puisse être déclenchée par un événement précis ou une expérience de vie stressante, il semble parfois n'y avoir aucune raison pouvant l'expliquer. L'anxiété est un état qui affecte tout notre être, sur les plans psychologiques, physiologiques et comportementaux. Les symptômes d'anxiété incluent le sentiment qu'un malheur est imminent, une peur de mourir, des palpitations, des nausées, un resserrement de la gorge ou de la poitrine. D'autres symptômes peuvent se manifester selon le type d'anxiété. Bien que ces symptômes puissent vous inciter à éviter certaines situations, l'anxiété est traitable avec la bonne combinaison de stratégies. Celle-ci inclut des conseils, des médicaments, des groupes de soutien et des stratégies d'autothérapie qui peuvent aider les gens à se sentir mieux. Et n'oubliez pas d'en parler avec votre médecin, car certains symptômes d'anxiété peuvent être des signes précurseurs d'une crise cardiaque. Et voilà, donc ça résume bien l'anxiété. Je vois le temps qui file, on va avoir le temps, inquiétez-vous pas, de tout voir les différentes maladies fréquentes en milieu de travail. Ah, je n'ai pas repartagé mon écran. Donc, je vous repartage ça. Et voilà. Donc, maintenant, on va parler de notre ami le stress. Donc, le stress, à tous les jours, c'est normal, je vous rassure, on est dans une société, dans une vie occupée. Toutefois, si on demande à différentes personnes, c'est quoi le stress, c'est quoi la définition du stress? Bien, 10 personnes différentes vont définir le stress de 10 manières différentes. Ce qui est stressant pour une personne n'est pas pour une autre, donc ça peut varier. Parmi les travailleurs très stressés, 62 % ont identifié le travail comme principale source du stress, évidemment. Et ces individus étaient généralement instruits. Près des 3/4 d'entre eux détenaient un diplôme d'études collégiales universitaires et ils gagnaient des revenus de 100 000 $ par année. Parmi d'autres sources de stress rapportées par les travailleurs soumis à des niveaux élevés de stress, les préoccupations financières et le fait de manquer de temps, tous deux signalés par 12 % de ces travailleurs, alors que les questions d'ordre familial, 8 % ainsi que les problèmes personnels et autres, 6 %. C'est une étude qui était menée par la Commission de la santé mentale du Canada. Alors, j'ai une belle petite grille pour vous. Pour relier les différents symptômes du stress. Évidemment, sur l'organisme, on voit le maux de tête, tension musculaire, douleur thoracique,
fatigue, des problèmes d'estomac, troubles du sommeil. Sur l'humeur, on le voit, anatomie, l'anxiété est de retour. Donc, vous vous doutez que quelqu'un qui est stressé est plus à risque de faire des crises d'anxiété et de développer le trouble d'anxiété aiguë. Agitation, irritabilité ou colère, tristesse, dépression. Et sur le comportement, qu'est-ce que ça peut faire, le stress? Bien, il y a des gens qui vont manger davantage, il y en a d'autres qui ne mangeront pas. Il va y avoir des explosions de colère, de la consommation problématique d'alcool, tabagisme et évidemment la retraite sociale. Donc, le stress devient un problème en soi quand il nous empêche, en fait, de faire régulièrement nos tâches quotidiennes. Et c'est là qu'on a besoin, de consulter un professionnel parce que, comme je dis, le stress peut amener à la dépression, peut amener à l'anxiété, les troubles qu'on a vus dans les diapositives précédentes. Donc, il me reste la dernière capsule sur le stress et après, on s'en va voir l'intervention dans votre milieu de travail. On a un bon 15-20 minutes, c'est parfait. Donc, je vous dis maintenant, comment qu'on fait si jamais il y a quelqu'un ou un collègue, un ami, un salarié, un gestionnaire, on croit qu'il est aux prises avec un problème, qui est en train d'en développer un. Je vais partager ça avec vous tout de suite après la capsule sur le stress que je m'en vais chercher à l'instant. Stress, c'est et voilà. Lorsqu'il est question de problèmes de santé mentale, il est important de comprendre l'impact que le stress peut avoir sur nos vies. Le stress en soi n'est pas un problème de santé mentale. Il s'agit d'une réaction temporaire de notre organisme et de notre esprit aux exigences de la vie. Toutefois, le stress peut influencer notre santé physique et mentale s'il se maintient pendant trop longtemps, tout comme tenir un verre d'eau pour longtemps peut devenir stressant. Quand on pense au stress, on imagine souvent des événements négatifs comme une rupture ou une dispute au travail, ou même des événements positifs comme l'arrivée d'un bébé ou une nouvelle promotion. Toutefois, la façon dont nous envisageons les choses peut aussi jouer un rôle important dans la façon dont le stress nous touche. Par exemple, si nous avons des croyances négatives sur nous-mêmes, ce qu'on appelle aussi une faible estime de soi, ou de la difficulté à dire non, ou encore que nous sommes très critiques envers nous-mêmes, notre niveau de stress demeure élevé. Lorsque notre niveau de stress est élevé ou se prolonge sur une longue période, nous pouvons voir apparaître des symptômes physiques tels que des maux de tête, des maux d'estomac ou des troubles du sommeil, pour n'en nommer que quelques-uns. La bonne nouvelle est qu'il y a des choses que nous pouvons maîtriser. Le fait de chercher à améliorer certaines choses peut nous aider à gérer notre niveau de stress. Parmi ces choses, mentionnons savoir dire non lorsque c'est possible à une responsabilité qui ne ferait qu'ajouter un surplus de stress dans votre vie. Ou bien, s'exercer à se parler à soi-même avec gentillesse au lieu de se juger. Le stress en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Une certaine dose de stress est bonne pour nous en fait. En général, lorsque le stress n'est pas assez important, nous fonctionnons mal. Nous pouvons nous ennuyer ou nous sentir peu motivés. À l'autre extrême, lorsque le stress est trop important, nous pouvons commencer à nous sentir dépassés et notre rendement peut en souffrir. Quand on a juste la bonne dose de stress, nous sommes motivés pour réagir aux situations d'urgence et faire de notre mieux. Et voilà. Donc, le stress est bon du moment qui ne nuit pas à nos activités quotidiennes. Là, on va rentrer dans la section souvent qui est très appréciée en entreprise. Donc, je vais vous montrer. Évidemment, normalement, j'ai une étude de cas. J'ai des choses que je fais en présentiel que je ne peux pas faire aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Maintenant, l'intervention en milieu de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des lois qui sont régies au niveau de la santé et de la sécurité au travail. En fait, la définition légale de l'article 2 dit qu'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause par le fait ou à l'occasion du travail qui entraîne
une lésion professionnelle. Ça, c'est la définition qu'on va trouver au niveau légal de la santé et sécurité au travail. Ce qu'il faut savoir, puis je n'ai pas le temps d'aborder très en profondeur ce midi, mais c'est qu'il y a des belles avancées au niveau de la CNESST. On travaille de nouveaux articles pour venir alléger, en fait, le diagnostic de la maladie psychologique parce qu'il y avait des zones grises pour ceux qui connaissent peut-être un peu plus ça. Puis d'ailleurs, il y a l'article 50 qui est présentement en rédaction. Donc, je sais qu'il y a des centres, des CLSC, tout ça maintenant qui offrent des services aux entreprises, c'est à vérifier. Mais ce que disait l'article 29 avant, c'est que les maladies énumérées dans l'annexe 1 au niveau de la santé et sécurité au travail disait que chacune des maladies qui étaient dans l'annexe était reliée directement au risque particulier de ce travail et le travailleur atteint d'une maladie visée dans l'annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie qui était dans l'annexe. Là, ce qu'on tente d'apporter avec l'article 30 aussi, c'est que le travailleur atteint d'une maladie non prévue à l'annexe 1 contracté par le fait ou l'occasion de travail qui ne résulte pas d'un accident de travail, ni de blessure ou de maladie causée par un tel accident est considéré d'atteinte d'une maladie professionnelle. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est au niveau légal, au niveau quand vous allez avoir à émettre un diagnostic, bon, avec un biais de médecin et tout ça. C'est juste que ce n'était pas clair au niveau de la santé et sécurité au travail pour ceux qui sont dans certains domaines, bon, comme la construction, les grandes entreprises. Ce n'était pas clair comment on allait gérer ça à l'interne au niveau administratif. Mais là, sachez qu'il y a des belles avancées et bref, je voulais quand même le souligner aujourd'hui malgré le peu de temps qu'on a. Et sachez qu'il y a une responsabilité légale de l'employeur d'offrir et de maintenir un milieu de travail sain sur le plan psychologique qui a été reconnu comme une responsabilité légale. En fait, je vous rassure, c'est quand même au minimum un milieu de travail qui prévient toute souffrance psychologique qui pourrait être causée par la négligence, l'insouciance ou l'interférence intentionnelle. C'est la loi sur la santé et sécurité du travail. Je vous ai mis l'article dans la diapositive pour ceux qui s'intéressent. Maintenant, au niveau des questions, il reste 15 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je peux me préparer si je vois que j'ai un collègue, j'ai un de mes employés qui je crois qu'il y a peut-être un problème ou que j'aimerais l'aborder avec lui? Les questions que vous devez vous poser d'abord. S'agit-il d'une situation inhabituelle d'après la connaissance qu'on a de cette personne-là? Est-ce que la situation dure depuis un certain temps? Rappelez-vous, si elle a des comportements sur quelques jours, ça va passer, mais rappelez-vous du fameux 2 semaines, 14 jours, c'est toujours un bon barème. S'agit-il d'un problème qui a tendance à diminuer, à rester stable ou à augmenter? Parce que la même chose, si pendant une semaine, ça l'a augmenté, puis après ça, la semaine d'après, ça l'a diminué. Bon, ça va peut-être se résorber de soi-même. C'était peut-être juste un épisode. C'était peut-être juste un moment dans la vie de la personne qui était plus difficile. Quel est l'impact de la situation observée sur la personne elle-même, sur sa contribution, sur son entourage? Comment elle a réagi? Est-ce qu'elle a diminué sa performance au travail? Est-ce qu'elle a de la difficulté à prendre de nouvelles tâches? Est-ce que d'habitude, c'est une personne souriante, puis là, tout d'un coup, elle est toujours malheureuse? Vous voyez qu'elle fuit les groupes, d'habitude, c'est quelqu'un de social. C'est les questions que vous pouvez vous poser avant même de vouloir aller faire un entretien. Mais si vous voulez vous préparer à un entretien, c'est sûr que des fois, c'est délicat, je vous l'ai dit, il y a seulement 23 % des gens qui sont ouverts à discuter de leurs problèmes de santé mentale, mais vous pouvez vous préparer à cette rencontre-là. En fait, en connaissant parfaitement les politiques et les procédures d'adaptation de votre organisation aux besoins de l'employé, en étant sensibilisé aux problèmes de santé mentale, ce que vous faites aujourd'hui, et en étant bien renseigné sur le sujet, il faut garder à l'esprit que les stéréotypes et la peur représentent les 2 principaux obstacles auxquels doivent faire face les personnes qui sont aux prises avec une maladie. Puis imaginez ceux qui ne savent pas, là, comme la capsule de l'employé, il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux, puis ils doivent consulter un professionnel de la santé. Il faut aussi réfléchir à la façon dont vous pourriez utiliser vos habiletés de leadership pour faire en sorte que l'employé se sente à l'aise de discuter avec vous de ses préoccupations. Puis rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour émettre un diagnostic. Vous êtes là, ça peut se faire sur plusieurs rencontres. Vous faisiez un journal de bord. Le journal de bord est un excellent outil. Vous prenez des notes sur les comportements, les journées, ce que vous avez vu. Ça va vous aider à déterminer si il doit avoir un entretien et des fois, ça ne se fera pas tout durant une rencontre non plus.
Ce qui est important avec l'entretien avec la personne, c'est commencer par souligner les points forts de l'employé, sa contribution à l'équipe et à l'organisation. C'est important de montrer à la personne que vous l'appréciez avant d'aborder vos préoccupations. C'est le rassurer aussi que ça va être confidentiel, votre entretien, et que votre intention, c'est de l'aider de se remettre sur la bonne voie et se concentrer sur les solutions. Ça, c'est super important. Puis aborder chaque préoccupation comme étant un problème de productivité plutôt qu'un problème de santé mentale. Par exemple, j'ai remarqué, Ginette, ça fait 2 lundis ou 3 lundis d'affilée que tu rentres plus tard, que tu demandes congé les vendredis. J'ai vu que tu n'as pas réussi à faire ton plan de la semaine. Est-ce que je peux t'aider? Vous voyez, il faut vraiment aborder ça du point de vue concret, là, dans le concret de la personne et non dire ben, j'ai vu que tu étais fatigué puis tu pleurais tout le temps. Donc, c'est vraiment au niveau d'aborder les préoccupations comme la productivité et non un problème de santé mentale. Poser des questions ouvertes et pratiquer l'écoute active. Vous devriez plus écouter, que parler. Vous êtes là pour écouter et non pour juger. C'est super important d'écouter la personne, surtout si elle décide de s'ouvrir à vous. Ça se peut aussi que la personne ne soit pas disposée à vous donner les détails de ses problèmes personnels, puis c'est correct aussi, puis qu'elle préfère de se confier à un professionnel et à un médecin, puis ça, c'est votre rôle. C'est super si vous avez réussi juste à faire comprendre à la personne qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que par la suite, elle va voir un professionnel, c'est déjà une super grande avancée. Si vous avez aussi un programme PAE à l'intérieur, programme d'aide aux employés à l'intérieur de votre entreprise, bien, ça peut être important de le revisiter avec la personne. Le rassurer sur le fait qu'il y a des services pour lui ou elle et aussi de fixer la date et l'heure de votre prochain rendez-vous, de vous donner des petits objectifs puis de dire, ben, j'aimerais ça qu'on se revoie pour ça, telle date. Puis c'est très important de tout documenter, comme je vous disais, d'avoir votre journal de bord. À éviter, les petites choses à éviter, et ceux peut-être qui viennent de joindre à nous, ou si vous ne vous rappelez pas, là, je vais toutes vous envoyer ces questions-là dans un document PDF, inquiétez-vous pas, vous allez les avoir. Adopter un ton accusateur et faire un discours motivationnel. Donc, à proscrire, lui dire « je suis déjà passé par là », même si c'est vrai, chaque expérience, il ne faut pas oublier qu'elles sont uniques. Poser un diagnostic. Comme moi, je le sais, tu pleures, tu fais la dépression. Ne jamais émettre de diagnostic. Et n'oubliez pas que votre rôle, c'est vraiment d'aider, de trouver des mesures pour que la personne soit capable de faire son travail et qu'elle aille chercher les ressources externes. Maintenant, dans les autres choses, c'est essayer de discuter en fonction de ces 3 aspects-là. Bon, de quoi a-t-on besoin pour aider l'individu à bien réussir son travail? Ça, c'est des choses que vous pouvez préparer. De quelle façon devrait-on aborder les problèmes? Quel serait l'engagement nécessaire de la part de l'individu pour assurer sa réussite dans son travail? Donc, l'important, c'est de développer une stratégie avec la personne. Bon, pour engager la conversation, bien, il faut indiquer clairement l'objectif de la rencontre. C'est discuter, des problèmes de rendement. Comme je dis, on parle au niveau du travail. Le but est d'aider l'individu à obtenir de l'aide qu'il a besoin. Vous pourriez aussi préparer votre politique en milieu de travail. Aborder la possibilité d'avoir recours à des méthodes d'adaptation, par exemple, fixer une date de rencontre, documenter la réunion. Pour exprimer vos communications, on est correct, il reste une dizaine de minutes. Je vais un petit peu vite parce que je veux être certaine de tout passer avec vous. Vous pourrez réécouter en rediffusion. Quelques suggestions. Bon, comment allez-vous en ce moment? J'ai remarqué que comment pouvons-nous améliorer la situation? Tu sais, parler au nous, être inclusif. Y a-t-il des problèmes liés au travail qui contribuent à la situation? Selon vous, quelles sont les solutions qui pourraient vous aider? Et si nous faisions un suivi de la façon suivante? Ça, c'est des petites phrases clés qui vont vraiment vous aider à discuter avec la personne que je vais vous fournir dans le document que vous allez recevoir. Et un point important, si l'employé pleure ou se met en colère, ça ne veut pas dire que vous ne maîtrisez pas la situation. Ça signifie peut-être que la personne n'est pas prête. OK? C'est important aussi, il faut se mettre un petit peu dans les bottines de cette personne-là, c'est qu'il faut la rassurer souvent les gens ont peur de perdre leur emploi, mais vraiment lui dire que vous êtes là comme un soutien, restez avec l'employé le temps que ça prend.
Puis dites-lui que c'est une réaction normale, que vous êtes là pour l'écouter. Par contre, si la personne devient violente et que vous sentez qu'elle ne peut pas parler puis elle fait juste pleurer, bien, vous lui dites « on remet la rencontre, je comprends, arrêtez l'entretien ». C'est mieux d'arrêter l'entretien que des fois d'être trop persistant. Puis là, la personne, elle ne voudra pas s'ouvrir finalement à vous pour le prochain entretien. Je n'ai pas pu aborder en profondeur au niveau de la loi canadienne sur les droits des travailleurs, les droits de la personne, mais je vais quand même terminer avec ça. Bien qu'en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, les employeurs doivent adapter leur milieu de travail aux besoins de leurs employés. Ces mesures d'adaptation peuvent se limiter, dans le cas de problèmes de santé mentale, à établir temporairement un horaire flexible, à donner un congé à l'employé afin qu'il puisse se faire traiter, à le réaffecter à d'autres tâches ou un poste de travail moins bruyant. Ces mesures, évidemment, doivent être raisonnables pour l'employeur et utiles à l'employé. Si l'employé doit s'absenter au travail, que ce soit pour des courtes périodes ou prolongées, informez-en votre équipe, mais c'est important de rester confidentiel. Hein? Ça, c'est super important. Voilà, donc c'était comme les points importants. Puis sachez, bon, je ne connais pas toutes vos normes à l'intérieur de l'entreprise, mais on parle bien de congés sans solde dans la majorité du temps. Mais ça dépend évidemment de chacune des normes à l'intérieur de votre entreprise. Et là, j'avais envie de terminer 4 petites mesures pour créer et maintenir un milieu de travail sain. Bien, veillez à ce que vos exigences soient réalistes. Accroître les marques de reconnaissance et favoriser l'épanouissement personnel. Ce n'est pas obligé d'être grand-chose. Des fois, un petit courriel avec un merci, un texto, ça peut être très apprécié. Encourager les bonnes relations, une communication ouverte entre les membres de votre équipe et encourager et faciliter la conciliation travail-vie personnelle. On le sait, on est tous occupés. Je vous ai mis des liens pour des ressources complémentaires. Tout ce qui a été dit dans la formation, je me documente énormément au niveau de la Commission de la santé mentale du Canada ou sinon via le gouvernement du Canada. Donc, vous pourrez aller explorer ces 2 sites-là. J'adore ces endroits-là. Ou sinon, eh bien, avant de répondre à vos questions, on a respecté le temps, il reste 5 minutes. Je voulais vous dire que j'ai une page Facebook, Peggy Bélan, et j'ai un groupe privé qui s'appelle Être mieux ensemble. Alors, je vous invite à aller sur le groupe. Je partage évidemment des trucs de santé mentale, de psychologie positive. Je trouve ça important. Et j'ai aussi un compte LinkedIn. Et si vous voulez m'écrire, c'est info@peggy.tv. Sachez que j'ai beaucoup de gens qui prennent le temps de m'écrire et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous répondre dans la mesure du possible. Et si je ne suis pas capable, bien j'ai plein de ressources externes auxquelles je vais pouvoir vous référer, soit des avocats, des professionnels vraiment spécialisés au niveau de la santé, soit des psychologues, etc. J'ai des banques de ressources si jamais vous en avez besoin. Alors, c'est tout pour moi. Donc, je repasse la parole à Mélodie. Ah bon, alors, merci beaucoup, Peggy. C'était très intéressant comme formation, très bien détaillé, expliqué et tout. Donc, je regardais dans la partie pour les questions. On n'a pas de questions ouvertes là, pour l'instant dans la partie chat ou Q&A, mais par contre, peut-être j'en aurais une que je pourrais te poser. Tantôt, on parlait là, d'intervention et tout, puis de parler à la personne. Par exemple, si la personne qui remarque une situation problématique ou une situation où un employé se sent moins bien, est-ce que ce serait une bonne idée de faire une intervention avec 2 personnes pour la personne ou c'est toujours mieux d'être 1 à 1 pour en discuter? En fait, ça dépend. Là, quand je dis 1 à 1, c'est souvent les ressources humaines. Mais Okay. si jamais vous n'avez pas de département de ressources humaines, effectivement, tu marques un bon point, Mélodie. Je crois que ça dépend des situations parce que des fois, les gens, la notion d'être 2 à 1, la personne peut se sentir inférieure. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Oui. Fait que des fois, c'est mieux le 1 à 1, mais si jamais c'est un environnement qui est syndiqué, par exemple, je ne l'ai pas souligné, mais des fois, le représentant du syndicat peut être là avec l'employé aussi. Ça, c'est intéressant. Les gens se sentent en sécurité aussi. Mais je dirais quand même que si la personne est toute seule, des fois d'être plusieurs, ça peut être intimidant. Donc, c'est pour ça que je disais ça, mais évidemment, dépendamment de la grosseur de votre organisation, si vous avez un département des ressources humaines, que vous êtes syndiqué, par exemple, bien là, je recommanderais d'avoir des personnes des ressources humaines avec l'employé et son représentant syndical, par exemple.
Oui, bien, parfait. Merci beaucoup. Ça répond très bien à ma question. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autres questions non plus. Donc, mais je te remercie beaucoup, Peggy. Comme je disais, une formation très intéressante et je remercie à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui et de nous écouter. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin là, pour terminer? Oui, je veux remercier beaucoup la Chambre de commerce de Laval. Moi, je suis membre depuis septembre et je veux féliciter pour toutes vos organisations. Je suis d'ailleurs les formations, les essentiels du mieux que je peux. Et ça a été vraiment un privilège que vous me donniez la parole pour bâtir un monde meilleur en santé positif. Alors, bon après-midi. C'est le mot. Merci beaucoup à toi. Ta participation est fort appréciée aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée, tout le monde.